L'Afrique traverse une phase de recomposition profonde, santé publique fragilisée par le recul des financements internationaux, bataille stratégique autour des ressources minières et énergétiques, surtout affirmation d'une souveraineté économique et industrielle, mais aussi volonté de redéfinir les partenariats et une influence culturelle. Des institutions sanitaires aux industries extractives, du nucléaire civil à la francophonie, les décideurs africains portent désormais un même et unique message. L'Afrique veut reprendre la maîtrise de son destin. Ça, c'est le grand challenge. Bonjour et bienvenue dans le Débrief Afrique. Pour en parler depuis Cotonou au Bénin, je reçois Idriss Linge. Monsieur Linge, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Média TV. Merci. Monsieur Idriss Linge est éditeur justement de l'agence Ecofin qui publie plusieurs plateformes de référence sur l'économie africaine notamment. Il est journaliste spécialisé dans les questions économiques et financières africaines notamment depuis plus d'une quinzaine d'années, depuis qu'il est à la tête de ce conglomérat médiatique pratiquement. Il est également reconnu pour son expertise sur les enjeux de développement, en particulier les gouvernances extractives et budgétaires. Merci d'être avec nous encore. Et en visio également depuis Lomé au Togo, je reçois Mamadou Lamine Diouf, qui est lui professeur et historien. Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour Monsieur Thiam. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'islam et des enjeux terroriste aussi sur le continent. Mamadou Lamine Diouf, justement, est aussi journaliste et éditorialiste, je l'ai rappelé. Il est à Lomé au Togo, il est auteur engagé. Il a contribué justement à enrichir la démocratie en Afrique en y contribuant justement et co-signé Baba Diawara Sauté, c'est ça, un homme hors du commun. C'est ça le titre de votre livre? Tout à fait. Et avec nous sur le plateau, mon confrère Mohamed Ndiong, justement, qui est lui journaliste à Le 360. Mohamed Ndiong, bonjour. Bonjour Bachir. Je rappelle juste que vous êtes spécialiste en intelligence économique, surtout et en géopolitique africaine. Sa lecture transversale des dynamiques économiques et stratégiques du continent apporte forcément une perspective précieuse à nos échanges. Merci encore d'être là. Michel Ndiong, merci à tous les trois et bienvenue. Sans plus tarder, on va décrypter nos citations. En tout cas, il est question aujourd'hui encore de la santé qui est fragilisée justement par le recul des financements, je l'ai rappelé. La mise justement de la santé à l'énergie, justement, tout ça pose problème. Donc la citation qui nous dit tout de suite que c'est la mauvaise gestion de la chaîne de surveillance épidémiologique liée à la chute drastique des financements internationaux qui a permis au virus, donc Ebola, de se répandre. Ça, elle est de Jean Kassaya, il est directeur de l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC. Je me tourne d'abord vers M. Ndiong. Cette déclaration, justement, ouvre le débat sur la dépendance persistante encore des systèmes sanitaires africains au financement extérieur. C'est là où le problème se pose. La question donc de la souveraineté sanitaire est effectivement posée et redevient encore à la scène. C'est la 17e, on va dire, épidémie d'Ebola. Donc, tout à fait. Bachir, la 17e épidémie qui n'est pas en fait contrôlée, maîtrisée ni anticipée. Faute, et d'ailleurs, il a bien dit, M. Kassaya, que la problématique de la surveillance pose problème. Parce qu'en Afrique, on attend d'abord être dans le plein mille des difficultés pour revenir. Et ça commence pour chercher des solutions. Ouais. Alors l'effet anticipation, nous, on ne connaît pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions de gouvernance sur le domaine sanitaire n'est pas pris en charge normalement. Faute de quoi? Peut-être faute de financement, faute de programme, faute de cohérence politique, tout ça. Il y a énormément de problèmes qui se posent aujourd'hui qui font que en Afrique, les questions sanitaires sont reléguées au second niveau. Par exemple, qu'est-ce qu'on met en avant d'habitude dans nos politiques publiques? C'est les infrastructures, c'est peut-être que le marché, c'est la consommation. Tout ça, c'est très important. Mais deux facteurs essentiels qui font qu'un État soit fort, c'est l'éducation, c'est la santé. Et malheureusement, deux sujets relégués au second plan. Regarde, en fait, par exemple, si on regarde sur la question du financement, le financement en Afrique sur la question sanitaire, c'est 2%, comparé à d'autres pays. 16%, 20%, 30%. En Afrique, c'est 2%. Ça, rien que ça répond à beaucoup de questions. Les vaccins, on en a parlé. Et d'ailleurs, lui, quand il parle en fait, les questions épidémiologiques, c'est les vaccins.
les vaccins viennent où? 99% des vaccins viennent de l'extérieur. L'Afrique n'est même pas capable aujourd'hui de se prendre en charge sur la question des vaccins pour anticiper quand même les épidémies. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de la gouvernance pose problème. Le cas du Covid a été là. Ça doit servir d'exemple aujourd'hui pour corriger quelques défaillances, notamment sur le problème de la gouvernance, sur le problème de l'anticipation. Et le dernier point sur lequel je veux aborder, c'est le problème en fait des données. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la plupart des données sanitaires des pays africains ne sont pas là. Donc il y a un problème de carte sanitaire qui pose problème. C'est le prêt de la CDC, c'est l'USAID. Et d'ailleurs, l'USAID qui a les États-Unis qui ont complètement en fait, réduit, voire même annulé le financement de l'USAID. L'Afrique va le sentir et ça commence à le sentir. Ça fait partie des premiers problèmes, des premiers impacts de cette subordination financière pour régler des questions urgentes et des questions très importantes, notamment la question de la santé. Monsieur Lin, je me tourne vers vous justement pour continuer dans la même lancée peut-être que M. Ndjong. Est-ce que c'est la question de financement, justement la question de gouvernance financière de la santé du secteur sanitaire en Afrique qui est posée à travers cette 17e pandémie qui se propage encore autour de la RDC et des pays voisins? Bon, alors, je pense qu'il a raison. Je partage en partie ce qu'a dit M. Ndjong. Mais, comment dire, j'ai comme l'impression que les gouvernements africains sont, j'ai envie de dire, accusés de manière complète. Ils ont leur part de responsabilité, ça c'est sûr. Mais il faut savoir qu'en matière d'épidémie, je ne suis pas un expert, mais du peu que j'ai pu lire de l'économie des épidémies, c'est que la prochaine grande épidémie est en train de se cuisiner aujourd'hui. On ne sait dans quel coin du monde. Et un jour, elle va apparaître et certainement va s'imposer à l'ensemble des pays. Donc, il faut déjà savoir que l'éruption des cas de maladies de masse sont des choses qui échappent à tout contrôle. Hein. Vous savez, les Européens ils nous ont dit que le hantavirus est maîtrisé, mais j'en suis pas si sûr que ça. Ok, et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'avoir une crise qui viendrait s'ajouter à la crise de Hormuz. Maintenant, si on revient aux politiques sanitaires en Afrique, mais bien sûr qu'on n'aura jamais assez de moyens. Parce que malheureusement, la santé coûte extrêmement cher. C'est-à-dire, même si les Africains mettaient 60% de leur PIB, de leur produit intérieur brut, pour financer la santé, ça n'atteindrait pas le budget de la santé des pays comme les États-Unis, des pays européens, qui sont des marchés sur lesquels les grands groupes de services sanitaires se focalisent. Parce que c'est sur ces marchés qu'on peut payer les médicaments, qu'on peut payer le coût du traitement. Et malheureusement, l'Afrique est encore perçue comme une zone périphérique. Alors, est-ce qu'elle doit reprendre la souveraineté du contrôle? Bien sûr que les Africains le font déjà. N'oublions pas que nous sommes 1,4 milliard et que ce n'est pas les hôpitaux étrangers qui nous soignent. Ce sont des hôpitaux africains. Maintenant, est-ce qu'il faudrait renforcer l'infrastructure existante? Ça, je suis certainement d'accord. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une réaction africaine, mais non pas des réactions nationales? Là aussi, je pense que c'est une piste qu'on pourrait explorer. Oui, tout à fait. Réaction africaine. Donc, la CDC, Africa CDC, justement, qui relève de l'Union africaine. Donc, je pense que c'est une première réponse à la question posée. Justement, Michel Diouf, depuis Lomé, est-ce que c'est justement la gestion de la chaîne de surveillance qui fait défaut? En fait, il est clair, Bachir, qu'il y a problème au niveau de la chaîne de surveillance. Quand on est dans un pays où c'est la 17e fois qu'il y a une épidémie sur une même maladie, même s'il est vrai que la souche actuelle n'est pas la même que celle que l'on voit habituellement, en principe, il y a une conduite à tenir que les gens doivent connaître. Il y a des laboratoires qui doivent pouvoir identifier le virus puisque le financement international est déjà intervenu plusieurs fois au niveau de la RDC dans le cadre de cette même maladie. Donc il y a quand même quelque chose qui est sur place, qui devrait pouvoir permettre au moins, dès qu'il y a un premier cas, de pouvoir identifier le premier cas. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Puisque cette fois-ci, au moment où on déclare l'épidémie s'est déjà propagée, de sorte que certains cas
de personnes déjà décédées. On suppose que ces personnes sont décédées de Ebola alors qu'elles n'ont pas été testées au bon moment, encore moins traitées, ce qui crée une chaîne de transmission qui va être extrêmement difficile à retrouver. Alors que 17e fois, mais ça veut dire que ce pays peut à chaque fois se retrouver en face d'une épidémie d'Ebola. Mais quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour que quand Ebola revient, sur la base de l'expérience de ces 17 épidémies, qu'on puisse réagir à temps pour que d'épidémie en épidémie, que l'effet de l'épidémie soit de plus en plus faible, voire même qu'on parvienne à ne plus voir ce genre d'épidémie au niveau de la RDC. Absolument. Et c'est là où on parle de chaîne de surveillance. Et effectivement, quand on regarde comment l'épidémie s'est déclenchée, comment on a annoncé rapidement un très grand nombre de morts, comment on a annoncé rapidement un très grand nombre de cas contacts, il y a eu véritablement un problème au niveau de la surveillance épidémiologique. Mais ce serait trop facile de réduire ce problème à la surveillance épidémiologique et à la chute en particulier des financements sur le plan international. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que si on doit intervenir en face d'une telle situation, c'est la RDC qui doit intervenir en premier, c'est l'Union africaine qui doit intervenir en second, ensuite les organismes, les financements internationaux de façon générale. Et quand on regarde de ce point de vue, comme tout le monde le sait, la RDC est presque incapable de faire une véritable intervention. L'Union africaine ne peut pas faire une intervention importante. On l'a vu rapidement, c'est à travers l'OMS qu'on a fait descendre 5 tonnes de matériel parce qu'il fallait rapidement protéger les acteurs de la santé qui doivent s'occuper de la maladie, parce que si la maladie les emporte, il n'y aurait plus rien à faire. Donc c'est vrai, il y a une baisse du financement, mais est-ce que c'est à l'étranger de financer la santé au niveau des pays africains? Ouais, c'est la question que se posait justement Mohamed Ndiong, justement, en disant financement d'abord, ensuite carte sanitaire qu'il fallait aussi tracer pour qu'il y ait une traçabilité par rapport à tout ce que vous avez décrit tous les trois. Mais juste une question provocatrice, à la veille de la Coupe du Monde qui se joue aussi, est-ce qu'on parle aussi des léopards, donc de l'équipe nationale de la RDC? Idriss Lin, j'aimerais avoir votre juste point de vue par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire justement entre l'équipe nationale de football de la RDC et la Coupe du Monde et justement cette épidémie d'Ebola? Alors, je n'ai pas la cartographie de l'origine des joueurs qui constituent l'équipe nationale de football de RDC, mais a priori, j'ai envie de dire que, et ça permet peut-être aussi de rebondir sur la réponse de M. Diouf. Il faut savoir que la RDC, c'est un pays très vaste. C'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, après, je pense, l'Algérie. Et pour bien vous décrire cela, quand on décolle de Kinshasa et qu'on va à Cotonou, là où je suis, on a le temps d'arriver à Cotonou, s'asseoir, prendre un jus, alors que celui qui a décollé pour le Lubumbashi vient à peine d'atterrir. Donc, c'est pour vous montrer l'immensité du pays. Bon, je pense que j'ai vu que les autorités ont déjà pris des mesures qui interdisent les atterrissages d'avions dans la principale région congolaise où cette épidémie s'est déclarée. Je pense que le gouvernement a quand même pris des mesures. Je pense qu'on contrôle aussi les navigations par voie fluviale ou lacustre, qui sont des moyens de communication en RDC. Mais je rappelle que la RDC, malheureusement ou heureusement, a la chance d'être un pays immense avec des voies de communication qui sont très faibles. Donc, la mobilité entre les localités n'est pas quelque chose qui est aisé. Cela dit, le risque zéro n'existe pas et je pense que même par panique, à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de sérum anti-Ebola version 3.0, les Américains n'accepteront pas que quelqu'un qui a décollé de RDC puisse arriver chez eux. Bon, je n'ai pas encore vu le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa qui suspend les visas. Je pense qu'ils continuent de donner des visas. Après, effectivement, si la situation s'aggrave, certainement on prendra des mesures pour protéger le maximum de personnes.
En tout cas, Idriss, vous dites qu'à quelque chose, malheur est bon, c'est-à-dire que l'étendue du pays fait que peut-être les voies de communication réduisent encore les contacts, l'absence de voies de communication réduit les contacts entre les populations. Ça nous ramène encore à cette question justement de gestion des minières, de gestion des ressources minières sur le continent. L'Afrique veut transformer sa richesse en puissance, justement. On parle encore de gouvernance cette fois-ci. C'est les réserves identifiées au Gabon figureraient parmi, je cite, c'est Tapelo Machada qui le dit, c'est un économiste agricole à la Chambre de commerce agricole sud-africaine. Il nous dit quoi? Que les réserves identifiées au Gabon figureraient parmi les bassins potassiques, donc on parle de potasse, les plus promoteurs au monde. Une fois exploité, le pays ne se contentera pas de dominer l'Afrique, il créera le marché de la potasse du continent. Là, on est carrément dans les nouvelles encore mines, ou en tout cas des ressources minières, pour parler ainsi. Michel Nyong, justement, nos pays découvrent de plus en plus de richesses, en tout cas dans nos sous-sols. Qu'est-ce qu'on en fait réellement? Oui, en fait, c'est l'éternel recommencement. C'est comme si le serpent qui se mord la queue. À chaque fois, c'est des découvertes, mais après, il y a un problème d'exploitation, un problème de prise en charge, de gestion, et les conséquences seront restées les mêmes. Ça veut dire que même il y a un sujet sur lequel on va revenir tout à l'heure qui est très intéressant par rapport à ça, une question similaire. Mais moi, j'ai envie de dire que cette zone, en fait, vraiment, c'est une zone très riche qui peut nourrir l'Afrique. Mais malheureusement, faute de transformation, faute de bonne gestion en fait, de ces ressources minières, on se retrouve, comme je dis tout à l'heure, en fait, le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des bailleurs, on va chercher en fait, parce que l'Afrique même, l'Union africaine veut que ces richesses soient transformées sur le continent. Mais la problématique industrielle pose problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher encore des partenaires extérieurs qui vont exploiter, amener, encore revendre ici. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a un problème. Si en Afrique aujourd'hui, on a le soleil et l'Afrique a 60% des terres arables dans le monde, 60%. Et l'Afrique a du mal aujourd'hui à se nourrir. La question de la souveraineté alimentaire revient encore avec acuité. Donc si le Gabon découvre encore de la potasse, c'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement gabonais va faire aujourd'hui pour non seulement assurer une transformation interne, assurer la distribution en Afrique avec la ZLECAf peut-être sur lequel on va encore reparler, et aussi créer de l'emploi, créer en fait de la monnaie à l'intérieur du pays. Mais malheureusement, et on le redira plus tard, que c'est une ressource qui sera exploitée, exportée, transformée ailleurs et faire retourner en Afrique, et qui pourra encore, l'Afrique va essayer de penser que oui, on a de la matière, on a des ressources, mais malheureusement, ça va rester à l'état. En tout cas, la question, la situation au Moyen-Orient, comme la situation, comme le Covid, pour moi, c'est des cycles, c'est des crises sur lesquelles l'Afrique doit réfléchir pour avoir vraiment des économies endogènes, des économies productives quand même, qui vont rester sur le continent et profiter du continent. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Gabon, on sait que c'est un petit pays sur le plan géographique, mais les ressources que ça demande pour exploiter, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz ou bien de la potasse, ça demande énormément d'investissement. Et comment va faire le Gabon pour gérer ça? C'est ça la grande question. C'est une grande question, peut-être aux Africains d'y répondre. Idriss Lin, je me tourne vers vous brièvement justement. Qu'est-ce que le Gabon peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour peut-être gérer ce genre de gestion quand on continue à découvrir des sites, des ressources minières de cette sorte? Non, je te pense que c'est une question extrêmement vaste. Qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait? Parce que il y a eu, au niveau de l'Union africaine, la vision minière africaine qui a défini les manières standards que les pays africains peuvent utiliser pour tirer davantage profit de la rente minière. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle au niveau de la Banque africaine de développement la facilité d'accompagnement pour la négociation des contrats miniers. Il y a la FERDI, une fondation basée en France, qui fait des études gratuites pour mieux optimiser la fiscalité minière et augmenter la rente pour les pays. Il y a la Banque mondiale, je pense, qui elle aussi a apporté son soutien. Donc, il existe des tonnes d'initiatives aujourd'hui. Et effectivement, moi, quand tu me poses la question, quand tu nous poses la question, nous avons, il y a même l'ITIE qui a apporté énormément de contributions sur comment l'Afrique peut améliorer la rente. Le problème, je pense, reste toujours que
nous sommes assis sur une richesse dont nous n'avons pas conscience. C'est la différence, par exemple, avec les Américains. Vous savez, les Américains, quand ils ont découvert le pétrole, ils avaient exactement conscience de ce à quoi ce qu'ils découvraient pouvait servir. Donc, ils pouvaient bien le monétiser. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de la potasse. Le Gabon a toujours eu cette potasse. Mais le vrai problème, c'est que à $270 la tonne, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait économiquement exploiter. Mais maintenant qu'on est en train d'atteindre une moyenne de $400 la tonne, et on parle même de près de $690, je pense, la tonne pour la potasse africaine, qui est pratiquement pure. Maintenant, ces réserves gabonaises sont devenues très intéressantes. Or, malheureusement, il semble que le Gabon n'avait pas pris conscience déjà de ce que cette potasse peut lui servir pour sa propre économie et même pour l'économie africaine. Et là, maintenant, je donne ma réponse. Je pense que nous sommes ceux qui avons le plus besoin de ces ressources, que ce soit le cuivre, le cobalt, la potasse, que ce soit tous les autres minéraux. Nous sommes le continent qui a le plus besoin d'être construit. Alors, peut-être que des pays leaders, comme le Maroc, qui ont compris à quoi servait le phosphate, ont d'abord développé une économie du phosphate utile pour leur propre développement agricole. Et ensuite, ils ont exporté ce savoir-faire, ce service à d'autres pays pour devenir un des leaders mondiaux en matière d'exportation de phosphate. Donc, je pense que des pays comme le Maroc doivent être écoutés et doivent faire l'objet de consultations par les autres pays africains et toutes les facilités qui existent, la facilité de la BAC, de la vision minière africaine. J'ai une dizaine de choses que je connais, que je peux pas citer ici. Mettre une contribution et on évoluera collectivement. Mais si le Gabon s'enferme, ouais, j'ai la potasse, je suis le champion et tout, ils vont devenir très pauvres très rapidement et on n'aura pas avancé d'un mètre. Ouais, en tout cas, c'est toujours bien peut-être de donner des exemples de pays leaders comme ça qui peuvent tirer l'Afrique vers le haut. C'est ça qui nous manque, effectivement. Encore toujours question de contrôle des exploitations, des richesses minières, mais cette fois-ci, c'est les États africains qui haussent le ton. Je vais citer quelqu'un qui nous parle aussi de... On va en Guinée, que toutes ces sociétés sont sommées par le ministre des Mines d'arrêter sans délai l'exploitation des sites miniers et de procéder au démantèlement de toutes leurs unités de traitement de gravier, aurifères et installations externes. Ça, c'est Fou Callistus Gentry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement. Voilà, ça n'a pas encore la question de gestion de nos ressources, de nos richesses. Je me tourne vers vous, M. Diouf, Mamadou Lamine Diouf. La question de gestion encore se pose partout en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un problème de ressources humaines, pour parler de cette façon-là, pour gérer les ressources naturelles et minières qu'on a? On a plusieurs problèmes à la fois, y compris quand on parle de ces ressources du Gabon qui sont extraordinaires. N'oublions pas qu'avec le chlorure de potassium, on peut avoir de l'engrais. Tout à fait. Quand on dit engrais, qu'on se rappelle de la crise au niveau de la guerre en Ukraine à un certain moment, on parle de dépendance, voilà encore une conséquence. On a une solution africaine pour avoir de l'engrais avec ce qui se trouve au Gabon. Mais que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée ou dans un autre pays, le problème commence par la découverte. Qui découvre ces potentiels? Est-ce que c'est nous-mêmes ou bien est-ce que nous sommes déjà en situation de dépendance avec d'autres organisations qui sont capables de venir nous dire qu'il existe telle et telle richesse dans votre pays et nous ne sommes même pas capables, nous, de nous rendre compte de détecter ces richesses. Le deuxième élément qui se pose, quand il faut faire ce travail pour savoir où se trouvent ces richesses, est-ce que nous en avons les moyens sur le plan financier? Quand on trouve les richesses, il va falloir l'exploiter. Est-ce que nous avons les moyens financiers pour l'exploiter? À côté des moyens financiers, vous parliez tout à l'heure de ressources humaines, mais il y a la compétence pour pouvoir exploiter ces ressources, pour pouvoir transformer ces ressources également. Est-ce que nous avons le potentiel humain? Est-ce que nous avons ce qu'il faut sur le plan financier également pour transformer? Mais on est dans une situation de dépendance qui, pour moi, ne nécessite pas qu'on soit un spécialiste de quoi que ce soit pour se rendre compte que si nous voulons sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette question de la souveraineté africaine que l'on pose beaucoup sur le plan politique, il ne faut pas seulement la poser sur le plan politique, mais il faut la poser de façon transversale pour que le continent africain puisse avoir un tant soit peu d'initiative
sur des choses qui concernent le continent. Tout le monde sait que le Gabon, tout comme la Guinée, tout comme l'Afrique de façon générale, on peut dire que Dieu nous a bénis en termes de potentiel. Mais c'est comme si nous ne sommes pas reconnaissants parce que nous ne sommes pas capables de l'exploiter. Et non seulement nous ne sommes pas capables de l'exploiter, c'est d'autres qui viennent, qui l'exploitent en leur faveur, en préférant prendre la matière première à un coût qui ne représente absolument rien, faire la transformation ailleurs et nous revendre le produit fini. Et c'est ce qui se fait depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde est d'accord que ça fait partie de ce qui bloque le développement de l'Afrique. Il faut une industrialisation. Moi, je suis d'accord avec l'auteur de cette citation. Ouais. Si les gens ne sont pas prêts à travailler avec nos pays pour que nous soyons les premiers à bénéficier de nos propres ressources, mais pourquoi on va les recevoir, leur ouvrir des boulevards pour qu'ils viennent exploiter nos ressources et que nos populations ne soient pas en mesure d'en profiter? En tout cas, c'est un vieux débat qui finit pas, quoi. Je crois. Il parlait, Michel Diong parlait de serpents qui se mordaient là. Exactement. Oui, mais en fait, moi, cette situation, moi, je vois d'ailleurs ailleurs par rapport à cette décision, à cette déclaration. C'est-à-dire que l'exploitation illégale des mines en Afrique aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur. Parce que déjà, si on regarde au niveau du Sahel, ce qui en fait donne un contenu à cette guerre, aux actions terroristes, c'est parce que les terroristes souvent se nourrissent en fait de l'exploitation illégale en fait des zones minières et après ils financent eux-mêmes leur guerre. Donc du coup ça c'est un premier facteur. Le deuxième facteur c'est environnemental. C'est-à-dire que peut-être que je ne sais pas le contexte de cette déclaration, mais en Afrique on sait très bien que l'exploitation illégale en fait des mines souvent pose des problèmes environnementaux parce que l'utilisation en fait de la mercure ça peut détruire les sols, la nappe phréatique, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour en fait de la gestion des mines, sans compter la question économique, parce que l'exploitation des mines, souvent il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs mes collègues tout à l'heure l'ont évoqué, l'exploitation des mines ouvre la porte à des entreprises internationales qui viennent. Est-ce qu'ils payent des impôts? Est-ce qu'ils ne payent pas? Donc du coup, le gouvernement voit une manne financière, fiscale partir. On ne sait pas comment. Et donc si maintenant, peut-être que ils vont essayer de revoir la gestion, revoir la gouvernance dont on a fait le cas, voir la gouvernance de la gestion minière. Au Sénégal, il y a l'ITE qui est en train de travailler avec le gouvernement par rapport à ça, pour la gestion efficiente et efficace des mines, pour quand même que l'État, la manne financière qu'il voyait partir, quand même puisse rester dans le pays et favoriser maintenant une gestion plus efficace des mines. Des mines, tout à fait. En tout cas, une gestion de manière générale, quoi, des ressources naturelles de nos pays. Encore un débat justement sur les énergies. Cette fois-ci, c'est le nucléaire africain qui rentre dans une nouvelle ère. En tout cas, c'est la promesse faite par Lansina Zerbo. C'est le président du conseil d'administration de Rwanda Atomic Energy Board. Il nous dit que le futur du nucléaire en Afrique au XXIe siècle ne ressemblera pas à l'industrie nucléaire du XXe siècle. Ça, on en doutait. Les petits réacteurs modulaires et les micro-réacteurs modulaires changent le jeu. Ça veut dire quoi, Idriss Linge? Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle phase encore en Afrique, sur le continent de manière générale, dans ces domaines d'énergie, en tout cas énergie nucléaire et autres énergies nouvelles? Bon, je pense que chaque fois qu'un endroit de la région décide de développer le nucléaire, je crois que c'est toujours une initiative un peu difficile parce que il semble finalement qu'il y a des personnes dans ce monde qui ont le droit de développer le nucléaire et c'est à eux, c'est à ce cartel qu'il faut demander le droit de le faire. De toutes les façons, ces personnes possèdent la technologie qu'ils ne partagent pas au maximum de pays. Si aujourd'hui, j'ai dit un cas simple, un pays africain décide de développer le nucléaire, la première question ce sera est-ce que, vu la gouvernance dans ces pays, il n'y a pas un risque qu'on arrive à des stades où ce pays développe autre chose? Est-ce qu'il va utiliser comme proxy pour une guerre économique? Non, je ne pense pas que l'avenir de l'Afrique se fera avec le nucléaire parce que ce sera encore une énergie qui est dépendante d'une technologie que nous n'avons pas ou que nous allons accueillir sous surveillance. Donc, je ne sais pas dans quel contexte ce Rwandais l'a dit, mais je pense que ce n'est pas pour moi une approche pertinente. Par contre, il faudrait qu'on développe d'autres opportunités
de construction énergétique. Et ça, c'est ce que je vois, par exemple, dans une base de données de pipeline de projets énergétiques que l'agence Ecofin a dans le secteur. Les projets solaires sont beaucoup plus nombreux que les projets nucléaires. Et oui, le solaire peut être effectivement une alternative. Et même la puissance hydrographique des fleuves africains ne sont pas exploités à leur optimum. Nous avons le fleuve Congo qui est capable de développer 2 ou 3 barrages de grande renaissance, mais qui n'est totalement pas exploité. Et aujourd'hui, on nous plonge sur le nucléaire, qui est une technologie qui n'est pas facilement accessible, qui est sous grand contrôle et qui a des risques environnementaux beaucoup plus lourds que la capacité des gouvernements africains à surveiller. La seule manière pour le nucléaire d'être utile à l'Afrique serait peut-être qu'il y ait des piles nucléaires qu'on vient juste connecter à un réseau électrique et on est électrifié sur une longue période. Mais une fois de plus, cette technologie ne serait pas sous notre contrôle, au contraire des barrages ou des plaques solaires. En tout cas, l'Afrique continue encore à réagir sur les partenariats, cette fois-ci les partenariats internationaux. L'Afrique veut encore une relation d'égal à égal. Cette fois-ci, c'est le président de Hearst Holding, le Nigérian Tony Elumelu, qui le dit. Il nous dit « Nous accueillons favorablement les véritables partenariats, des partenariats solides et fondés sur l'équité où les Africains et les solutions africaines contribuent à façonner l'avenir du continent. » Là, on revient encore, M. Ndiong, justement sur la question de gouvernance et enfin, on va dire encore, d'indépendance simplement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout à l'heure, je faisais allusion à cette situation quand vous avez envoyé en fait les thèmes du débat. Parce que la question en Afrique, c'est juste l'interconnectivité en fait, des partenariats. Il y a beaucoup de conventions. D'ailleurs, moi je pense que, comme je l'ai dit chaque fois, aujourd'hui, en termes de partenariat, le Maroc fait école avec le nombre de partenariats que le Maroc a signé avec les accords de libre-échange avec beaucoup de pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Maroc a compris l'enjeu que l'Afrique doit rester. Les ressources de l'Afrique doivent rester en Afrique. L'Afrique doit commercer entre les pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec l'AGOA, avec d'autres partenariats hors du continent, ça pose tout le temps des problèmes. Et pourtant, l'Afrique, aujourd'hui, a ses ressources, a les moyens de commercer entre elles. Mais en termes de partenariat, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'Afrique n'a pas besoin, aujourd'hui, que d'autres pays viennent pomper les ressources et aller les développer. Je parle de la Chine, je parle peut-être d'autres pays européens qui sont en train de délocaliser. Mais l'Afrique a besoin que ces partenariats puissent être, en fait, ces transformations, ça fasse sur le continent. Et que les devises et que les emplois se créent. Donc, on a parlé de certains cas, notamment le potassium, notamment sur la question énergétique. Donc, l'Afrique a besoin que ces matières restent dans le continent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenariats doivent être signés. Ça veut dire que les partenaires doivent être bien équilibrés. Parce qu'un pays du Nord avec un pays du Sud, qui signe un partenariat déséquilibré, ça peut poser un problème, ça peut geler des relations, ça peut gérer des dynamiques économiques. Donc, pour moi, la ZLECAf doit non seulement aller au-delà en fait, des conceptions idéologiques. Il faut aller dans le sens de l'Union européenne, ce qu'elle a fait, dans le sens d'autres pays. Par exemple, l'accord de Shanghai, si on regarde bien le contenu, on voit nettement qu'il y a du dynamique, il y a quelque chose de très important, il y a des ressources qui vont se partager entre ces pays-là. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre, mais malheureusement, les accords que les pays africains partagent entre eux, ce n'est pas des accords équilibrés. Et souvent, il y a un troisième larron, un pays à l'extérieur, qui vient, comme on connaît l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et certains pays africains, qui est totalement déséquilibré. Notamment sur les pêches, sur la pêche et tout ça. C'est déséquilibré. Non, en fait, la question halieutique, elle est vendangée pour moi en Afrique. Donc, du coup, et alors que le Mali n'a pas de mer, le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, c'est des pays aujourd'hui qui peuvent desservir les pays du Sahel en termes de produits halieutiques. Juste un exemple, alors qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui permettent aux pays africains de commercer entre eux de manière équilibrée. Mais malheureusement, les accords sont désuets, les accords sont déséquilibrés et malheureusement, à chaque fois, c'est teinté de questions politiques qui font que l'Afrique a du mal aujourd'hui à commercer entre elles de manière très efficace. Oui, en tout cas, on a du mal à commercer de manière efficace, nous dit Mohamed Ndiong. Justement, Idriss, je me tourne vers vous. Cette vision traduit-elle la montée d'une doctrine africaine centrée sur des partenariats équilibrés de manière générale ou justement on tâtonne encore?
Bon, je n'ai pas envie de dire qu'on tâtonne, je n'ai pas non plus envie de dire que ça traduit la montée de quoi que ce soit. Bon, déjà, je ne sais pas exactement à qui Tony Elumelu est en train d'adresser. Ouais. Je ne sais pas s'il l'adressait aux partenaires africains ou s'il l'adressait aux dirigeants africains. Selon qu'on se positionne dans l'un ou dans l'autre cas, on peut avoir une analyse complètement différente. Moi, mon avis personnel, c'est que c'est un peu, comme disait Diop, hein, c'est un débat creux. Vous savez, je n'ai jamais vu un slogan où les Chinois disent désormais on veut du win-win. Les Chinois ont imposé du win-win. Okay? Aujourd'hui, on ne peut presque plus faire sans la Chine. Les Indiens, qui ont tout aussi autant été colonisés que l'Afrique, ont imposé le win-win. Les Japonais, qui ont été bombardés à la bombe atomique dans 2 villes, ont été totalement décimés après la Deuxième Guerre mondiale, se sont relevés avec une économie de guerre et ont imposé le win-win. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en Afrique, on a l'impression que ce win-win ne s'établit pas encore. Nous pouvons faire un débat qui va durer des heures et des heures. On ne pourra pas apporter de réponses cohérentes parce qu'il y a un mélange d'anthropologie, un mélange de compétences, un mélange de volonté politique, de moyens, de vision. Donc, pour ma part, Tony Elumelu a enfoncé une porte ouverte. Moi, la question de fond que je poserais, c'est lui, en tant que leader banquier en Afrique, comment est-ce qu'il contribue à travers les mécanismes et les leviers financiers pour que l'Afrique puisse discuter avec les autres en win-win. Ça passe par exemple par le financement de l'industrialisation et le financement passe. Est-ce que lui, en tant que puissant banquier africain, il fait le lobby pour qu'on ait des régulations bancaires qui financent des très longues initiatives industrielles en Afrique? Ça ferait qu'on produira davantage, on n'aura plus besoin d'importer, on négociera clairement ce qu'on achète chez les autres, on n'aura plus envie d'aller chez eux pour aller faire des travaux de McDonald's, on restera pour construire l'Afrique. Est-ce que lui, en tant que lobby banquier, il contribue à cela? Et je pense que c'est une question peut-être qu'un jour, si tu as la chance de l'inviter, il viendra contre sur notre plateau. Je promets que je vais le faire juste pour relever le défi. Mais avant, je me tourne vers M. Diouf, qui répond justement à la question d'Idriss. Il me semble un peu désespéré. Est-ce que les banquiers, en tout cas les hommes d'affaires, les ténors africains, les leaders qui ont surtout l'économie en charge et tout ça, est-ce qu'ils ont cette capacité-là à influencer sur le devenir de ce que Idriss décrivait tout de suite? S'ils se mettent ensemble, ils en ont la possibilité. On parlait tout à l'heure de la question énergétique et on a vu ce que l'action d'un seul individu au Nigeria a fait par la mise en place d'une raffinerie. Mais si on a plusieurs comme lui sur le continent africain, absolument, s'ils acceptent de se mettre ensemble, il y a certains partenariats sur le plan financier. On n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher l'argent en dehors du continent africain. Mais le problème, est-ce que nos capitaines d'industrie africains font confiance à nos États ou, quand il s'agit de bonne gouvernance, s'il faut nous noter, la note est souvent en dessous de 10. On est en train de vouloir façonner l'avenir du continent en empruntant des solutions qui nous viennent d'ailleurs depuis longtemps. Moi, je me rappelle, depuis étudiant, nous contestons le Fonds international. Nous contestions également la Banque mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes contestations et c'est le même type de partenariat qui est là. Mais tant qu'on ne changera pas ces types de partenariats, tant qu'il n'y aura pas de l'équité dans ces partenariats, mais il est clair que l'Afrique n'a pas d'avenir. Ou bien l'avenir de l'Afrique, c'est de servir de base, de terreau pour le développement des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui doit cesser. Nous n'avons pas toutes les compétences. Nous n'avons pas tous les moyens, mais nous avons de quoi commencer et nous avons de quoi également s'asseoir, regarder des partenaires les yeux dans les yeux et de pouvoir signer avec eux un partenariat où chacun gagne. Non pas parce qu'il est de tel bord ou de tel autre bord, mais chacun gagne en fonction de ce qu'il est au niveau
de la base qui permet de mettre en place ce partenariat. La déclaration de Juliana Lumumba, justement, c'est la fille de Patrice Lumumba. Elle est candidate au secrétariat général de la francophonie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, moi, j'appelle à une refondation de la francophonie, à une redynamisation de la francophonie plus proche des gens. Mohamed Diong, c'est un appel à nous recentrer encore autour de cette francophonie qui est contestée par ailleurs dans la plupart des pays du continent. Oui, mais en fait, cette citation de la fille de Lumumba, en fait, dénote beaucoup de choses quand même. Parce que son père, quand même, luttait contre l'émancipation en fait, occidentale qui était un peu très compliquée en Afrique. Et elle fait la promotion en fait, d'une culture, parce que là, je parle de question culturelle, pas la langue. Mais bon, ça donne beaucoup de choses. Parce que si je reprends en fait, le contexte de sa déclaration, ça dit que la francophonie perd du terrain en Afrique, mais il faut recentrer en fait, la francophonie comme outil linguistique, comme outil culturel dans une Afrique où les jeunes quand même critiquent la langue française comme outil politique de la France. Outil de domination, outil de domination, bien sûr. Mais si on prend un autre angle en fait, aujourd'hui, c'est que la francophonie, comme d'autres langues, il y a une guerre linguistique dans le monde aujourd'hui. Parce que récemment, je n'ai pas lu, c'est un texte d'un Français, un chercheur, qui se plaint que ses homologues français ne fassent pas en fait, des rapports en anglais, ils restent en français. Et après, il y a un chiffre qui l'a démenti, que la plupart des chercheurs français font des études, font des recherches, ils l'écrivent en anglais. Ça veut dire que les Français eux-mêmes communiquent en anglais. Et les Africains veulent communiquer en français dans une langue que ceux qui doivent le protéger parlent dans une autre langue. L'outil technique, l'outil politique, elle est là. Mais l'outil économique commence à basculer, à changer complètement. Donc, on le dira encore, l'Afrique est le terreau de la langue française. Vu le potentiel des jeunes, vu la population, on en avait parlé la dernière fois, avec 60% de la population linguistique francophone mondiale qui est africain. Absolument, ça veut dire quoi? Que l'Afrique est un outil, c'est un instrument important pour la pérennisation, pour la domination de la langue française. Maintenant, si elle va aller dans ce sens quand même, pour continuer la pérennisation de cette langue. Au moment où, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes Africains se départissent de cette langue, pensant que c'est une langue de domination, une langue coloniale, une langue qui ne leur permettra pas de s'ouvrir vers le monde extérieur. Ou de s'émanciper simplement. Oui, de s'émanciper. Quand on va sur les réseaux sociaux, on voit des Africains qui parlent en anglais avec d'autres communautés. Au Maroc, aujourd'hui, on a du mal même à comprendre est-ce que le Maroc est un pays francophone ou anglophone. Après l'arabe, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais parce que la plupart des jeunes Marocains, même les taximans, vous les croisez, ils parlent anglais. Ça veut dire que la francophonie perd du terrain sur le continent au détriment, bien sûr, de la volonté de ceux qui sont en train de le pérenniser. Wow. En tout cas, l'appel de Juliana Lumumba semble faire déjà beaucoup de vagues. Juste une réaction de M. Diouf sur cette question. La francophonie, justement, au-delà de l'économie, l'Afrique veut également peser sur les espaces culturels et diplomatiques qu'elle contribue aussi à faire vivre. En dehors du français, quelle langue on pourrait juste porter, nous, Africains, en tout cas nous, Africains francophones aujourd'hui, parce que bon, on n'a pas choisi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de cette histoire que nous raconte M. Diong? Mais en fait, il faut reprendre la citation de Juliana Lumumba et appeler à une refondation des langues africaines et à une redynamisation de ces langues africaines qui sont déjà proches des gens. Absolument. Si on le fait, on règle le problème. C'est fait. Parce qu'en fait, comment la France veut régler son problème de langue? La France veut rester au devant, puisque Diong l'a dit, il y a une guerre entre les langues. Pour donner un exemple simple, quand les Sénégalais parlent français, parce que c'est la langue officielle, on vous dit qu'il y a tel million de personnes qui parlent français. Ce n'est pas la réalité. Mais quand on accumule ces millions de personnes dans plusieurs pays, la langue française est présentée comme une langue qui est très parlée à travers le monde, alors que quand on rentre dans la réalité de nos pays africains, il y a des zones où quand tu parles français, la personne à qui tu t'adresses ne peut même pas répondre à ce que tu dis. Absolument. Mais est-ce qu'on va passer tout notre temps à travailler pour le développement de la langue française? Je n'ai rien contre la langue française. Vous avez des sociologues qui ont travaillé. Il y a Abdou Salam Sarr de l'IFAN.
qui ont démontré que si nos enfants apprenaient d'abord dans leur propre langue avant d'apprendre le français, ils vont avoir une meilleure capacité de lecture, une meilleure capacité en mathématiques. Tout ce qu'on décrit en disant c'est des problèmes dans notre système d'enseignement, une des solutions, c'est que nos enfants commencent à apprendre par nos langues. C'est ça. Mais nous, au lieu qu'on s'occupe de ça, on est là à s'occuper d'une autre langue. Là, je ne suis pas d'accord, surtout quand il s'agit de la fille de Lumumba. Elle n'a qu'à venir avec nous, qu'on travaille à développer nos langues, qu'on travaille à intégrer correctement nos langues dans notre système, qu'on travaille à promouvoir nos éléments culturels, au lieu qu'on ne réponde à l'appel qui avait été donné, si vous vous rappelez, par le président Mitterrand à un certain moment, en disant aux Africains, il faut qu'on les aide devant l'envahissement, entre guillemets, américain, à défendre la spécificité française. Défendons notre réalité africaine d'abord. Après, on verra avec qui nous irons pour défendre une quelconque spécificité. Merci beaucoup, M. Mamadou Lamine Diouf. Je rappelle que vous êtes historien, éditorialiste, donc journaliste, un confrère plein pot avec nous. Merci depuis Lomé où vous intervenez. Merci beaucoup et à très bientôt sur nos antennes. Je me tourne vers Driss Linge. Vous allez faire court pour en finir. Cette fois-ci, c'est notre dernière déclaration sur les médias. Donc les médias et les marchés, l'Afrique, nouveau centre de croissance aussi. Parce que là, c'est le patron, donc le directeur général de Canal+ Afrique qui le dit. Et je veux que vous réagissez, Driss Linge, vous qui êtes aussi à la tête d'un conglomérat médiatique. Afrique, terre de croissance, devenue un axe stratégique majeur pour le groupe depuis plusieurs années. Il parle de Canal+. Idriss, vous qui êtes à Cotonou et qui vous gérez justement la plateforme de Ecofinance qui est plus connue, est-ce que justement l'Afrique est cette terre de croissance dont parle Canal+? Je crois que je parlerai de croissance, mais dans des termes qui seraient différents du patron de Canal+. Mais évidemment, pour le groupe Canal+, l'Afrique est effectivement un marché qui soutient la croissance des revenus du groupe, notamment parce qu'ils ont acquis récemment le groupe sud-africain MultiChoice, qui leur donne une ouverture sur les marchés anglophones. Et puis on a bien vu que Canal+ est rentré de plus en plus sur le marché des contenus en Afrique. Et il y a des chances qu'un programme sur deux que vous regardez soit une production de Canal+, notamment en Afrique subsaharienne. Mais maintenant, de ma propre position, je pense qu'effectivement, lorsqu'on est dans une situation où on est encore au fond, le pire qui puisse nous arriver, c'est de rebondir. Et donc la question, c'est quand on rebondira, qui sont ceux qui tireront les leviers de cette croissance. Et évidemment, ça me permet de parler de l'agence Ecofin. Nous avons pensé qu'il faut que cette croissance soit tirée par des journalistes africains. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un plaisir d'avoir un média africain qui parle de l'Afrique, d'abord aux Africains et éventuellement aux partenaires de l'Afrique. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Idriss Linge. Je rappelle que vous êtes à la tête aussi on parlait de Ecofin, le groupe Ecofinance qui rayonne sur le continent. Et ainsi s'achève justement notre débat de cette semaine. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne, Inch'Allah. Merci encore une fois de plus à nos équipes techniques, à nos équipes éditoriales et de production. Merci à nos chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah.